Merci beaucoup Agnès Dumont pour cette introduction aussi magnifique qu'intimidante. Merci à Nadia Day et aux grandes conférences liégeoises pour cette invitation, aussi magnifique qu'intimidante d'ailleurs. Merci à vous tous d'être là et je suis contente de voir un tout petit peu de lumière arriver sur la salle pour que je vous imagine comme des êtres humains et pas comme une instance divine et dangereuse. Merci. Souvent, je pense à Gregory Bateson et c'est la manière dont il faisait des conférences. J'ai vu récemment un film de sa fille cadette Nora Bateson et elle a ressorti des archives de son père qui donnait des conférences, par exemple, à Harvard et qui parlait comme ça, très très lentement. Et en suivant les méandres de sa pensée et en attendant pour voir quelle étincelle allait jaillir. Et aussi, c'était une démonstration de ses convictions que l'intelligence est très polyvalente, très inattendue. Peut-être qu'un jour, je vais arriver à faire ce type de conférence, mais ce n'est pas encore ce soir. Et donc, je vais vous lire mes paroles. Mais comme j'ai aussi une certaine pratique de la scène en tant que avec des musiciens et tout ça, je vais pas regarder tout le temps les papiers. Donc, belle comme une image, je vais commencer par une citation en exergue d'un de mes grands écrivains préférés, Romain Gary. Quand tu seras Premier ministre, n'oublie pas de créer un secrétariat d'État à la condition masculine, c'est à revoir. Ça vient du livre qui s'appelle « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable », qui est une des très rares réflexions romanesques de l'histoire de l'humanité sur l'impuissance masculine. Je ne sais pas pourquoi personne n'a envie de parler de ça, mais c'était très très courageux de le faire. Je me propose d'arpenter ce soir avec vous le terrain balisé par mon récent essai, effectivement, ce n'est pas un roman, Reflet dans un œil d'homme, pour en révéler en quelque sorte les soubassements théoriques. Commençons loin, très loin. Fermons les yeux. Imaginons le cosmos, le ciel étoilé, les galaxies, les astres, le tournoiement de milliards de planètes autour de milliards d'étoiles, notre Voie lactée, notre modeste Soleil, ces 9 planètes, dont la nôtre, la 4e, la planète Terre, et l'apparition sur cette planète en raison de certaines conditions climatiques et atmosphériques propices, d'une chose qui s'appelle la vie. Vie végétale d'abord, puis animale. Évolution des espèces, lente et infiniment complexe, aveugle, sans témoin, sans commentaire. Pendant des millions d'années, l'Afrique a été la terre de l'évolution humaine. Nous sommes descendus des arbres il y a 4 millions d'années. Je me dis que je vais dédier cette conférence au souvenir de mon papa qui est décédé le 25 novembre il y a 3 ans et qui m'a toujours parlé de Charles Darwin, qui est vraiment celui qui m'a empêché d'oublier l'évolution des espèces. Il y a 2 500 000 ans, nous avons développé des outils de pierre et un cerveau plus gros. Il y a 60 000 ans seulement,
les premiers humains vraiment modernes ont commencé à quitter l'Afrique. Voici 50 000 ans est intervenu un changement radical de comportement, faisant apparaître des artefacts plus variés et des objets d'art. Il s'agit là d'un changement neurologique lié à la biologie. Une des compétences qui en ressort, c'est la capacité de mener une vie sociale complexe. La vie des primates sur la planète Terre est remplie de dangers et de menaces. Tous les primates tentent de s'en protéger en s'envoyant des signaux. Nous seuls, fantasmons, extrapolons, tricotons des histoires pour survivre et croyons dur comme fer à nos histoires. Parler, ce n'est pas seulement nommer, rendre compte du réel, c'est aussi toujours le façonner, l'interpréter et l'inventer. Le langage garantit la cohésion du groupe. Voici 43 000 ans, les hommes et ou les femmes du Cro-Magnon se sont mis à fabriquer des perles. L'expression par la matière est un des signes de la révolution de l'humanité moderne. C'est ce qui s'exprime dans l'art et le langage, c'est notre histoire, notre identité, notre place dans la société, c'est-à-dire des fictions. Bien sûr, si ça vous paraît un concept bizarre que tout ça c'est des fictions, je peux vous renvoyer juste à mon petit livre qui s'appelle L'espèce fabulatrice. Seul de tous les primates supérieurs, l'être humain naît prématurément. C'est très très important. Naît prématurément, plusieurs mois avant terme. S'il naissait à terme, vu le gigantisme de son crâne, dû à la taille exceptionnelle du cerveau chez Homo sapiens, et vu la minceur du bassin de sa mère, due à la station debout adoptée par Homo sapiens, tous les accouchements seraient fatals. Pour la mère, pour l'enfant, ou les deux. Ça n'irait pas du tout. En quelques petites décennies, fin de notre espèce. Le bébé humain naît donc très prématurément et doit être aidé, protégé et éduqué de longues années avant de pouvoir se débrouiller tout seul. Il met 6 mois rien qu'à apprendre à s'asseoir. Alors que le bébé gorille sait marcher au bout de quelques jours, au bébé humain, il faut 1 année. Une bonne année. Mon fils, c'était 13 mois. Einstein aussi. Quant à chercher sa propre nourriture, il n'en sera capable qu'au bout de 7 ou 8 ans dans les pays pauvres, 15 ou 16 ans ailleurs, et dans l'Occident opulent, 2 bonnes décennies, quand ce n'est 3. Right? Ainsi, les mères humaines doivent-elles prodiguer des soins à leurs petits beaucoup plus longuement et intensément que les mères chimpanzés. Il se peut même que ce soit là, dans ces échanges exceptionnellement longs et intenses entre mère et enfant, qu'est né le langage humain. La narrativité s'est développée en notre espèce comme technique de survie. Elle est inscrite à même les circonvolutions de notre cerveau. Plus faible que les autres grands primates, sur des millions d'années d'évolution, l'Homo sapiens a compris l'intérêt vital qu'il y avait pour lui à doter par ses fabulations le réel de sens. La conscience n'est rien d'autre que le penchant prononcé de notre cerveau pour tout ce qui est stable, continu, raisonnable, racontable. Et c'est vraiment pas une chose que nous faisons exprès de donner du sens à ce que nous voyons. C'est vraiment involontaire. Nous sommes programmés pour chercher et trouver du sens. Nous ne sommes pas spécialement programmés pour chercher et trouver la vérité.
Nous sommes programmés pour chercher et trouver des choses qui nous arrangent, des choses qui conviennent à nos hypothèses sur le monde. Une fois, je suis arrivée devant l'ascenseur dans mon immeuble et il était occupé, l'ascenseur descendait comme ça et je m'attendais à voir quelqu'un sortir comme ça à ma hauteur. Et puis non, il n'y avait pas, et donc je ne voyais rien. Et puis je baissais les yeux, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, mais ce n'était pas un enfant, c'était une femme accroupie. Et en l'espace d'un millième de seconde, j'ai fait 3 hypothèses différentes sur cette personne. D'abord, j'imaginais qu'elle était montée d'un tunnel dans le sous-sol et qu'elle était en train d'émerger. Ensuite, j'ai imaginé qu'elle était accroupie en train de faire caca. Ensuite, j'ai imaginé qu'elle fouillait dans son sac à la recherche de clés. Mais ce n'était pas successif, ces 3 hypothèses que je suis obligée de dire laborieusement en quelques 30 secondes. C'était simultané, c'était vraiment tac, 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 tac. C'était voici l'explication. Mon cerveau ne pouvait pas résister au besoin de me donner des explications. Et il a fini par trouver la bonne, bien sûr, mais parfois on fait semblant de trouver la bonne alors qu'on ne l'a pas du tout trouvée. Nous ne supportons pas le vide. Nous sommes incapables de constater sans chercher aussitôt à comprendre. Tout est par nous ainsi traduit, métamorphosé, métaphorisé, y compris. Et enfin, je viens à notre sujet, la sexualité. Le plus souvent, les singes copulent rapidement et presque distraitement. Comme ils n'ont pas de moi compteur, ils n'ont pas l'air de se sentir spécialement concernés par ce qui se passe. Pour les humains, le désir et le plaisir sont autrement bouleversants. J'irai jusqu'à suggérer que nos notions de paradis et d'enfer naissent de nos joies et déceptions sexuelles les plus extrêmes. Un orgasme merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien, mais comme notre moi s'est provisoirement dissous de façon sublime et extatique, on se dit « Oh là là, mais c'est le paradis !» Une panne d'érection pour un homme, un viol pour une femme, qu'est-ce que ça veut dire ? Rien. Mais comme notre moi a subi une déconvenue terrible, on se dit « Oh là là, mais c'est l'enfer !» Depuis quelques décennies, et pour la première fois dans l'histoire de la planète Terre, une espèce animale a réussi à séparer sa sexualité de sa reproduction. Il va de soi que j'approuve cette révolution et que j'en profite. Je suis même de la toute première génération à avoir profité de la pilule. Pour autant, elle ne fait de nous ni des dieux, ni des robots, et est loin de nous libérer de tout déterminisme biologique. Ce n'est pas en 50 petites années, ni en 50 000, qu'on transforme les gènes. Même si une fraction croissante de l'humanité choisit de ne pas procréer, l'Homo sapiens demeure une espèce animale programmée comme toutes les autres pour se reproduire, et que cela nous plaise ou non, et que cela nous flatte ou non, nos comportements continuent d'être infléchis par cette programmation. Je ne dis pas déterminé, décidé, je dis infléchi. En nous, pour nous, 1000 facteurs décident à notre insu. Par exemple, c'est très spontanément et sans réfléchir que nous trouvons dégoûtante l'odeur de la merde. Mais cette perception n'a rien d'objectif. Les mouches trouvent la même odeur irrésistible. C'est que notre cerveau a évolué pour nous faire fuir des molécules qui représentent un risque pour notre santé. Et il y en a beaucoup dans le caca. Inversement, si nous trouvons délicieuses les sensations que procure la copulation, c'est que cette activité permet à nos gènes de se reproduire. La beauté humaine n'est pas non plus une donnée en soi.
Un chien trouvera beaucoup plus beau le visage du vieux clochard qui le nourrit que celui de n'importe quel top modèle. Les critères traditionnels de la beauté féminine, ceux auxquels on fait allusion en dessinant avec les deux mains les courbes de la nana sexy, gros seins, petite taille, large hanche, sont au départ, tout comme la peau lisse et sans rides, des signes de jeunesse et de bonne santé et donc de fécondité. Mais enfin, s'exclameront certains lecteurs hommes, certains auditeurs hommes, la dernière chose à laquelle je pense quand je mate une fille, c'est à la mettre en cloque. Voilà l'orgueil humain. Naïvement et avec la meilleure foi du monde, nous sommes persuadés de savoir ce que nous faisons et de faire ce que nous voulons. En approchant une guenon pour copuler avec elle, le chimpanzé non plus ne songe pas aux rejetons qui résulteront de cet acte. Il se dit pas, tiens, voilà une bonne guenon aux gènes qui pourrait avantageusement se combiner avec les miens. De même, les hommes qui fréquentent les boîtes de nuit avec lap dancers, ces jeunes danseuses quasi nues qui viennent se trémousser sur leurs genoux, seraient étonnés d'apprendre qu'ils donnent 10 fois plus de pourboire aux filles en période ovulatoire. D'ailleurs, j'ai lu dans une revue récemment que déjà 3 fois plus de pourboire aux serveuses habillées en rouge. Ils ne le savent pas, ils ne font pas exprès. C'est fascinant. Autre exemple, oui, très joli exemple, les Américains qui aiment faire ce genre d'expérience, je le cite dans le bouquin, on demande aux jeunes femmes, des étudiantes comme ça, de 18-19 ans, de sentir des t-shirts qui ont été portés pendant une semaine par des garçons de leur âge et qui ont été enfermés ensuite dans des sacs en plastique. Et voilà, elles ouvrent le sac en plastique et puis elles donnent une note à chaque t-shirt. Savoir lequel leur plaît le plus. Eh bien, de façon totalement significative, elles choisissent, c'est quand même fantastique, elles choisissent l'odeur de l'homme qui a le plus d'anticorps complémentaires au leur. C'est-à-dire, s'ils font un bébé, cet enfant a le plus de chances de survivre parce qu'il sera protégé de façon complémentaire par les deux parents. Bien que nous adorions croire notre volonté toute puissante, nous sommes loin d'être le nous que nous croyons être et ne comprenons qu'imparfaitement les mobiles de nos propres actes. Nous sommes si intimement concernés par le désir sexuel que nous avons du mal à croire qu'il n'est pas entièrement personnel, qu'il était en fait dans l'intérêt de l'espèce de rendre l'utile agréable. Voilà, il y a un livre de Jared Diamond, pour ceux qui connaissent ce formidable écrivain, penseur américain, qui s'appelle « Pourquoi l'amour est un plaisir ». Voilà, c'est parce que c'était important de rendre l'utile agréable. Dans nos sociétés individualistes et dualistes, c'est-à-dire avec une coupure entre le corps et l'esprit, le lien entre hormones et désir est particulièrement difficile à admettre. On n'aime pas non plus, je disais, on n'aime pas penser à l'impuissance masculine éventuellement liée au vieillissement, mais on n'aime pas non plus penser que la ménopause puisse entraîner maintenant une baisse du désir parce que voilà, les hormones ne fonctionnent pas de la même façon, sauf si on fait des hormones de remplacement, etc. Parce que nous sommes tellement fiers d'avoir une volonté et une capacité de rester jeune indéfiniment, et donc il ne faut absolument pas que les hormones viennent dire leurs mots là-dedans. On a beaucoup moins de mal à accepter que ça puisse être le cas pour la nourriture, pour l'appétit de la nourriture, parce que là, le soi n'est pas impliqué de façon aussi violente dans sa dignité. Mais les deux domaines sont en fait assez analogues.
La beauté des femmes est comme le sucre dans le fruit. Pas utile en soi, mais très utile pour susciter le désir de ce qui le contient, lequel désir contribuera à la survie de l'espèce, pomme ou homme. Or, l'une des grandes spécialités humaines, pour le meilleur et pour le pire, consiste à détacher un élément de son contexte pour en faire une chose à part. Peuvent ensuite s'élaborer autour de cette chose, indépendamment de sa fonction originelle, une pléthore de comportements culturels. Des comportements addictifs, par exemple, avec des résultats nocifs, voire fatals, c'est-à-dire contraires à la survie de l'espèce. C'est ce qui se passe avec le sucre, justement, substance indispensable à la survie du corps humain, mais qui extrait des produits naturels dans lesquels il se trouve, en petite quantité, valorisé et fabriqué pour lui-même, consommé à haute dose, est responsable chaque année de milliers de cas d'obésité et d'un nombre croissant de victimes de diabète. Je ne sais pas si vous savez ces chiffres terrifiants. Depuis 2000 à peu près, un Américain sur 3 va développer un diabète de type 2, c'est-à-dire lié à l'obésité. Et dans les populations non blanches, cette proportion est de 1 sur 2. Voilà pour ce qui se passe quand on enlève le sucre et le gras et on fait des choses pur sucre, pur gras. Ou la violence, dont l'utilité chez les gorilles est évidente, mais qui devient chez l'homme culte de la violence, religion cinématographique de la violence, exaltation des comportements machistes et ultra-virils aux effets désastreux. Guerre mondiale, génocide, viol collectif, massacre. On n'a qu'à ouvrir la télévision pour voir ce que ça fait quand, après plusieurs siècles, d'extraire la violence de son contexte et le développer pour elle-même. Ou encore la beauté féminine, qui, réifiée en Occident dans l'industrie de la mode et les produits de la beauté, mais aussi dans la prolifération effrénée et addictive de la pornographie, a elle aussi des effets de plus en plus délétères, tant pour les femmes que pour les hommes. On y reviendra. J'étais dans ma chambre d'hôtel juste avant de venir et j'ai pris le programme de Big Movies, là, et à part qu'il y a 2 ou 3 films un peu normaux, ensuite on voit érotique là en bas, et c'est juste pour vous donner un tout petit exemple de ce que je veux dire, ça nous est totalement familier à tous, mais érotique est représenté par une femme. Ce n'est pas représenté par un homme et une femme, ce n'est pas représenté encore moins par un homme, c'est représenté par une femme. Et on a juste tellement l'habitude de ça qu'on ne le remarque pas du tout. Ce qui représente l'érotisme, c'est le corps d'une belle jeune femme. Alors pourquoi? Il faut s'étonner de ce qui est évident, ce qui semble évident. Pourquoi, dans l'iconographie de toutes les sociétés, le corps de la femme occupe-t-il une place différente du corps de l'homme? Et ça, vraiment, je ne me suis pas posé cette question avant d'avoir écrit Infrarouge, avant d'avoir inventé cette héroïne photographe qui a le manie de cadrer, de photographier le corps de ses amants dans l'amour, au moment de l'orgasme, etc. Et puis je me suis rendu compte que c'était extrêmement compliqué pour moi d'imaginer ça, de me mettre dans cette tête-là, mais pas par pudeur, mais parce que je ne connais aucun exemple dans l'histoire de l'art d'une femme qui est de façon obsessionnelle, constante, perpétuelle, du début jusqu'à la fin de sa carrière, cadrée, filmée, photographiée, décortiquée, sculptée, peint, dessinée, le corps de l'homme. Je ne connais pas un seul exemple, alors que, évidemment, l'exemple du contraire est juste omniprésent. Eh bien, pourquoi donc une place différente? Parce que nous en sortons.
parce que nous en sortons. Tous. Ici, comme pour l'orgasme, ça pose une question, la fameuse question du pourquoi. Ici, comme pour l'orgasme, le fait qu'il n'y ait pas particulièrement de pourquoi, autre que l'évolution des espèces mammifères sur la planète Terre, ne nous suffit pas comme réponse, car nous avons la manie irrépressible de tout doter de sens. Que seuls les guenons accouchent, mettons au monde des bébés mâles, femelles, les singes mâles s'en fichent comme de l'an 40. Les mâles humains, en revanche, n'en reviennent pas, ne s'en remettent pas. Depuis la nuit des temps, ils scrutent, tripotent, ouvrent et referment, sculptent et dessinent le corps de la femelle pour comprendre non seulement comment ça se passe, cette histoire de gestation, mais de quel droit ou en quel honneur ils en sont exclus. Françoise Héritier. Ce n'est pas l'envie du pénis qui entérine l'humiliation féminine, mais ce scandale que les femmes font leurs filles alors que les hommes ne peuvent faire leurs fils. Cette injustice et ce mystère sont à l'origine de tout le reste, qui est advenu de façon semblable dans les groupes humains depuis l'origine de l'humanité et que nous appelons la domination masculine. En d'autres termes, si les hommes ont dominé les femmes dans toutes les sociétés humaines au long de l'histoire, c'est parce que celles-ci portaient des enfants. D'une part, ça les rendait vulnérables. Elles avaient besoin de la protection des mâles, spécialement pendant les périodes de grossesse et d'allaitement. Mais d'autre part, dénué de sens en lui-même, le fait que la parturition soit réservée aux femelles a été perçu par les mâles, selon les cas, comme un privilège, un avantage, un scandale ou un mystère sacré. Tout cela est passionnant, et sans doute vrai, ce que dit Françoise Héritier, mais je suis convaincue qu'indépendamment de toute angoisse sur d'où ils viennent et pourquoi et de quel droit, les hommes ont une prédisposition innée, c'est un peu redondant, une prédisposition est innée par définition, une disposition innée à désirer les femmes par le regard, et que les femmes se sont toujours complues de ce regard parce qu'il préparait leur fécondation. Pour être certain de transmettre ses gènes, le mâle a intérêt à répandre sa semence le plus largement possible, dans le plus grand nombre possible de corps de femelles jeunes et bien portantes, c'est-à-dire susceptibles de mener une grossesse à terme et de survivre à un accouchement. Sur des millions d'années, la vue du mâle humain s'est adaptée pour reconnaître des femelles fécondables et envoyer des signaux à ses testicules pour y réagir. Vous êtes d'accord, messieurs, ou pas? Pardon. Vous nous direz ça après. Certes, j'ai beaucoup interrogé les hommes là-dessus. Je vous parlerai peut-être à la fin d'un spectacle que j'ai fait qui s'appelle Le Mal Entendu. Donc, ils m'ont expliqué qu'un mâle, un homme, ne bande pas automatiquement chaque fois que ses yeux se posent sur une femme désirable, sans quoi ce serait à peu près infernal. Les stimulations sont filtrées et quand la situation ne se prête pas au sexe, il dispose d'un mécanisme cérébral de verrouillage de l'érection. Mais pour peu que, sous l'effet de l'alcool, de la rage, d'une situation de guerre ou de tournante, ce verrouillage saute, pour peu que ces inhibitions se lèvent, le mâle humain sera prêt, surtout s'il est jeune, à entrer en action. La femelle humaine, au contraire, n'a pas intérêt à copuler avec le premier venu, car son implication dans la reproduction est incomparablement plus lourde et longue que celle du mâle. Afin d'être certaine d'avoir des rejetons viables, susceptibles de transmettre ses gènes à leur tour, elle doit peser le pour et le contre de chaque coït. Elle aura tendance, car intérêt, à choisir ses partenaires avec discernement.
préférant un mâle qui lui semble non seulement physiquement fort, mais psychiquement fiable, susceptible de rester plusieurs années auprès d'elle et de l'aider à nourrir ses petits. Que dans leur rapport à l'autre sexe, les filles valorisent plutôt l'amour et les garçons plutôt la baise, correspond à leur destinée reproductrice respective, l'une lente, l'autre rapide. Les femmes veulent que ça dure afin d'avoir un père pour leur progéniture. Les hommes veulent féconder le plus de ventres dans le moins de temps possible. Du coup, il n'est pas rare que les garçons feignent d'aimer pour pouvoir baiser, alors que les filles feignent de désirer pour pouvoir piéger. Voilà comment se sont organisés les rapports entre les sexes chez Homo sapiens pendant la quasi-totalité de son histoire. Et juste une parenthèse au sujet de l'homosexualité, c'est très très frappant que, loin d'être un argument contre ce que je viens de dire, l'homosexualité masculine et féminine confirme cela. Quand les femmes sont entre elles, elles se comportent encore plus comme des femmes et les hommes se comportent encore plus comme des hommes. C'est-à-dire que c'est l'homosexualité masculine qui est organisée beaucoup autour de la drague, les échanges sexuels sans lendemain, vraiment quelque chose de l'ordre de la sexualité, la possibilité de rencontres, négociations, échanges de services, et puis on passe à autre chose. Alors que pour les femmes, c'est le lien qui est le plus important en général. On ne voit pas de backroom et de bars, de lesbiennes où elles vont tellement pour juste baiser et partir, quoi. C'est frappant. Nous ne sommes pas des chimpanzés, a fait remarquer récemment la philosophe féministe Elisabeth Badinter. Vous vous souvenez? Et elle a raison, bien sûr. Nous sommes en effet les seuls primates supérieurs à avoir formulé l'interdit de l'inceste et élaboré autour de lui de complexes systèmes de parenté avec des règles strictes d'endogamie et d'exogamie. L'humanité, c'est peut-être cela au fond, l'espèce animale, ayant réussi à convaincre ces mâles que ce n'était pas dans leur intérêt de toujours donner suite à leur désir de sauter sur les femelles. En ce sens, on peut dire peut-être que les hommes sont plus civilisés que les femmes, car ils doivent accepter que leur pulsion naturelle, sexuelle, omnivore, soit limitée, contenue et redirigée par la société. N'empêche, nous partageons 98% de nos gènes avec les chimpanzés, ces cousins antipathiques, dont probablement ceux qui relient le regard des mâles à leur excitation sexuelle. La nature n'est pas politiquement correcte. Seuls les humains peuvent l'être. Le cerveau, ça, je vous demande de vous accrocher, je vais dire une chose un petit peu abstraite, mais ensuite, ce serait vraiment bien qu'on puisse le garder présent à l'esprit. Le cerveau est justement programmé pour recevoir des schémas simplifiés, personnages, récits et images. De même que la littérature nous accroche parce que dans notre tête, les êtres humains sont toujours déjà des personnages. On ne peut pas introjecter un être humain, juste des versions simplifiées, toujours mises à jour. Et de même que nous ne savons pas recevoir le récit des événements sans y déceler une causalité et donc un sens, de même, une image pornographique n'a aucun problème pour accrocher un homme, parce que dans l'œil de l'homme, le corps féminin est toujours déjà image. Donc en fait, l'image pornographique, je ne suis vraiment pas là pour faire une sorte de plaidoirie morale contre la pornographie, c'est pas ça. L'image pornographique contourne complètement le cerveau gauche, on va dire. Ça va vraiment directement aux instincts. Ça va directement au Cro-Magnon. Or, c'est là que ça devient grave. En France,
pas seulement en France, je ne sais pas quelle est la situation en Belgique, mais je vais parler de la France, que je connais bien. En France, aujourd'hui, l'idée des différences naturelles est très largement considérée comme une idée de droite. Les idées de gauche sont fermement constructivistes. Ainsi assistons-nous, depuis la Seconde Guerre, à un divorce grandissant entre scientifiques et philosophes. Ceux-ci, ignorant avec superbe les découvertes de cela, sous prétexte qu'elles pourraient être instrumentalisées pour justifier l'oppression, ou pire. S'agissant de la différence sexuelle, sont devenues indissociables l'idée de nature et celle de loi de la jungle. Liberté et égalité ne pourraient s'accorder dans cette optique qu'aux constructions que sont les genres et non au sexe. Le mot sexe est devenu quasi tabou, pas pour les mêmes raisons que chez nos aïeuls pudibonds, mais parce qu'il traduirait une soumission lâche et paresseuse à l'idée insupportable selon laquelle il pourrait exister de réelles différences entre hommes et femmes. C'est donc la dénégation des différences sexuelles qui, sous le vocable de Gender Studies, études du genre, a pris de l'ascendant dans les universités et souvent en dehors des universités, jusque dans les manuels scolaires du monde occidental. Attention, le mot genre est bien sûr utile, car le masculin et le féminin figurent parmi les éléments les plus frénétiquement retravaillés par l'espèce humaine. Innombrables sont les manières adoptées d'une société à l'autre et d'une époque à l'autre pour signifier, réifier, souligner, assigner, exagérer et asséner l'appartenance sexuelle. Mais le fait qu'il existe des individus indécis, des hermaphrodites ou des transsexuels, des bisexuels, des homosexuels, des asexuels, etc., ne permet pas de conclure que tous les comportements communément décrits comme masculins ou féminins résultent simplement de l'éducation. Selon la théorie queer, actuellement à la mode, il existerait non pas deux, mais toute une palette de sexes, tout un nuancier de comportements, de choix et de goûts sexuels, irréductibles au masculin comme au féminin. Ceux qui sont fiers de leur sexualité parce qu'elle est déviante ou atypique, les trans, les porno-stars, les gay pride, les porte-paroles des putes et ainsi de suite, ne me dérangent pas du tout. Je leur souhaite bonheur et bonne chance. La seule chose qui me dérangerait serait qu'ils croient dire toute la vérité et occuper toute la place, car leur discours ne tient que dans et pour le présent. Là, je ne suis pas en train de parler de l'adoption par les couples gays d'enfants. Ça, c'est effectivement pas du tout dans le présent. Mais je parle de ces comportements. Moi, je suis pornstar, moi, je suis pute, je revendique, j'adore, moi, je suis trans, etc. Abat la différence sexuelle. Je parle de ça. On peut tout à fait organiser une société pour qu'elle tienne compte de cela, mais on ne peut pas organiser une société autour de cela, car cela ne inclut pas les parents, l'héritage, les ancêtres, l'enfantement, ne raisonne pas en termes de passage du temps, de transmission. Ces rapports sont horizontaux, non verticaux, et l'ADN, pour eux, n'existe pas. On peut se faire opérer, pas de problème, on peut se faire greffer un pénis ou des seins, un clitoris et même des ovaires, mais ce qu'on ne peut pas se faire greffer, c'est un utérus. L'utérus n'est pas un organe sexuel comme les autres. Ce n'est pas fait pour provoquer le plaisir ou pour asseoir le sentiment de soi d'un individu. C'est l'avenir accroché en nous. C'est la propagation, c'est l'autre, le futur. Finalement, génital
est quand même un peu lié à géniteur et engendrement. C'est un peu ça, génital, au départ. Enfin, bien sûr que c'est ça au départ, mais c'est encore un peu ça, quoi. C'est beaucoup un peu ça, beaucoup dans le monde. Sans qu'elle y soit pour rien, la femme contient cela. Le corps de la femme représente cela. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de la terre-mère ou la mère nature ou quoi. Elle n'y est pour rien, nous y sommes pour rien. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas un mérite du tout. C'est comme ça. Et les théoriciens du genre préfèrent passer cela sous silence. Pourquoi? Parce que de tout cœur, avec les pères de l'Église, avec Descartes, avec Jean-Paul Sartre, avec Simone de Beauvoir, ils préfèrent violemment l'individu à l'espèce, la transcendance à l'immanence, le faire à l'être. À certains égards, les genristes, comme je les appelle, ressemblent à ces illuminés qui, aux États-Unis et ailleurs, rejettent le darwinisme en faveur de l'intelligent design. L'idée, n'est-ce pas, qu'une entité supérieure aurait présidé à l'élaboration des différentes espèces vivantes en manifestant une affection particulière pour la nôtre. Ici et là, même angélisme, même insistance orgueilleuse pour décrire Homo sapiens comme une espèce à part. Et en effet, à l'instar de l'intelligent design, le genre, les études du genre nient la découverte darwinienne et refusent de placer l'humain dans une continuité biologique avec le monde animal. Il serait intéressant, je pense, pour certains, si ça vous amuse, de lire un petit livre qu'on m'a envoyé suite à la lecture de Reflets dans un œil d'homme. C'est un certain biologiste français, je crois qu'il est à l'université de Montpellier, Michel Raymond. Son livre s'appelle « Cro-Magnon toi-même », petit guide darwinien de la vie quotidienne. Il est frappant que chaque fois qu'un auteur tente de faire valoir de possibles différences réellement existantes entre les sexes, il ou elle est traité d'essentialiste, de différentialiste, mais d'essentialiste, et accusé de défendre l'idée surannée et oppressive de l'éternel féminin. Il ne semble jamais venir à l'esprit de ces fiers universalistes qu'il pourrait y avoir un éternel masculin. Or, c'est plutôt lui l'objet de ma réflexion ici. De toute évidence, s'il passe si facilement inaperçu, c'est qu'il se donne justement pour universel depuis des millénaires. Néfaste homonymie en français et dans de nombreuses autres langues, des termes qui désignent notre espèce, l'homme, et le genre masculin, l'homme, avec pour résultat la réduction de textes innombrables où l'on glisse de l'un à l'autre, non seulement sans le signaler, mais sans le remarquer. Depuis que l'écriture existe, du coup, les lectrices ont appris, tout comme les lecteurs, à voir le monde à travers les yeux masculins. Alors, une chose est de comprendre les raisons pour lesquelles, après les horreurs du nazisme, avec ses théories racistes et son eugénisme, les anthropologues français et à leur suite le public cultivé ont consciemment choisi de ne plus réfléchir aux différences innées entre les humains. Autre chose est de rejeter l'idée même de nature et chercher à nous faire croire que les humains n'ont aucune nature, d'aucune sorte, rien à voir avec la nature, ne sont pas en réalité des animaux, mais des entités de part en part culturelles qui s'élaborent toutes seules par un effort de leur volonté. Selon le dogme contemporain de la plasticité, tout est variable de culture en culture, tout est question de code, de contraintes et de construction. Or, la nature existe, et même si nous avons beaucoup de liberté et de talent pour la retravailler, nous en faisons partie. C'est même, je dirais, dans la nature, je ne suis pas la première à le dire, c'est dans la nature humaine d'avoir une culture.
C'est dans la nature humaine d'avoir une culture. On n'a jamais vu un groupement humain sans culture. Ça fait partie de notre nature. Mais la culture ne nous propulse pas donc magiquement hors nature. Bien au-delà de la question de la différence sexuelle, cette attitude anti-écologique qui postule une disparité radicale entre le monde humain et le monde matériel qui l'entoure, c'est-à-dire en réalité une supériorité de l'être humain sur le monde, est en train de nous tuer. Je précise qu'énoncer un état des choses n'est pas l'approuver. L'être et le devoir être, ça fait deux. Ce n'est pas parce qu'un comportement est inné qu'ils doivent être tenus pour sacrés, admirables ou intouchables. Encore faut-il commencer par ne pas nier ce qui est. Je pense avec Michel Raymond que le refus, je cite, le refus obstiné d'envisager la possibilité de l'existence de déterminisme biologique chez l'homme a été un frein à la reconnaissance de l'ampleur réelle des différences entre les sexes. Et que chercher une égalité sociale en s'appuyant sur une prétendue égalité biologique n'est probablement pas une bonne piste. C'est au contraire en étalant au grand jour ces différences biologiques, je cite toujours Michel Raymond, en circonscrivant leur étendue et en expliquant leur origine, que l'on pourra poser les bases nécessaires permettant de construire une véritable égalité sociale entre les hommes et les femmes. Donc, juste pour conclure cette partie-là, je dirais en lettres majuscules, les idéaux, genre, égalité, ne sont pas dans la nature. La science parle de la nature. La science ne peut pas déclarer toutes les espèces animales égales ou tous les sexes égaux, etc. La science ne peut pas faire ça. Par contre, ils peuvent être des correctifs de la nature. Donc, voilà, c'est simple. Moi, je ne dis pas qu'il ne faille pas d'égalité entre les sexes, je dis que cette égalité ne se trouve pas, cette identité ne se trouve pas dans la nature. La nature se fout complètement de ce qu'on appelle égal, inégal. Il y a des plus forts, des moins forts, c'est la survie du plus fort, quoi. Et nous avons à apporter des correctifs à ça. Mais si on commence par nier qu'il y a des différences, on va se couper les jambes. Dans le deuxième sexe, 1949, n'est-ce pas, Simone de Beauvoir affirmait au sujet des hommes « S'ils acceptaient d'aimer au lieu d'une esclave une semblable, les femmes seraient beaucoup moins hantées par le souci de leur féminité. Elles y gagneraient du naturel, de la simplicité, et elles se retrouveraient femmes sans tant de peine, puisque, après tout, elles le sont. » Voilà une phrase, une des innombrables phrases dans le deuxième sexe qui indique que Simone de Beauvoir pense bien qu'on est femme. Ce n'est pas juste seulement une chose qu'on devient. C'est un livre très, très profondément contradictoire, le deuxième sexe. Mais elle pense ça. Je vais le relire. S'ils acceptaient d'aimer au lieu d'une esclave une semblable, les femmes seraient beaucoup moins hantées par le souci de leur féminité. Elles y gagneraient du naturel, de la simplicité, et elles se retrouveraient femmes sans tant de peine, puisque, après tout, elles le sont. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Beauvoir avait tort. De nos jours, beaucoup d'hommes acceptent d'aimer une semblable, tout en continuant d'avoir besoin d'esclaves. Et les femmes sont non pas de moins en moins, mais de plus en plus hantées par le souci de leur féminité. Qu'est-ce qui s'est passé? Impossible de surestimer les changements opérés dans la vie des Occidentaux par l'invention de la photographie et du cinéma, la prolifération dans tous les foyers d'images de jeunes femmes magnifiques. De nos jours, elles sont regardées, étudiées, détaillées, enregistrées, intériorisées, tant par les femmes que par les hommes, dans les magazines tant féminins que masculins,
sur tous les écrans de télévision, d'ordinateur et de téléphone. Mais de façon frappante, il ne s'agit pas de la même femme, ici et là. De la beauté féminine, nos sociétés font circuler aujourd'hui deux idéaux qui n'ont en commun que d'être non maternels. Lui, le magazine Lui, et elle, le magazine Elle, se tournent résolument le dos. Lui, eh bien, la révolution du statut social de la femme s'est accompagnée non d'une baisse, mais d'une très, très, très forte augmentation de la consommation masculine de chair passive, soumise, coopérative. Forme généreuse, généreusement offerte, la version de la beauté féminine que préfèrent et consomment les hommes et celle de la putain. Elle, sportive, autonome, aérodynamique et lisse, la femme moderne consacre tant de temps, le modèle de la femme les femmes consacrent tant de temps aujourd'hui, et d'énergie et d'argent, est celui du mannequin. Plus les femmes deviennent sujets, c'est vraiment très curieux, plus elles deviennent objets, plus elles se font objets. Simone de Beauvoir n'aurait jamais pu prévoir ça. Fin 19e, début 20e, suffragette, lutte de femmes, droit de vote, droit de travail, droit d'indépendance, droit d'autonomie, droit de maîtrise de notre corps, droit de contraception. On acquiert tous ces droits magnifiques, importants, et dans le même temps, on se sert de cette subjectivité accrue, non seulement pour asseoir notre indépendance économique et affective, mais pour nous objectifier plus que jamais auparavant. Plus on gagne de l'argent, plus on en dépense sur notre beauté. D'un côté, dit Gilles Lipovetsky, le corps féminin s'est largement émancipé de ses anciennes servitudes, qu'elles soient sexuelles, procréatrices ou vestimentaires. De l'autre, le voilà soumis à des contraintes esthétiques plus régulières, plus impératives, plus anxiogènes qu'autrefois. C'est une femme plus sujet qui, seule, peut se rendre plus objet. Jamais les hommes dominants n'auraient pu obtenir un tel résultat massif. Le paradoxe est de taille. Chacune de nous est désormais en quelque sorte la star du film de sa vie. Nous entrons dans chaque journée comme sur un plateau de tournage, grimés, déguisés, apprêtés, prêts à être regardés sous toutes les coutures. Mais tout en intériorisant l'objectif de la caméra, l'imaginant dirigé sur nous en permanence, suivant notre moindre sillement, révélant et célébrant notre beauté, notre jeunesse, notre grâce, notre sex appeal, notre choix de sous-vêtements, s'émerveillant de notre maquillage, notre ligne et l'accord parfait entre nos sacs et nos chaussures. Nous devons nous évertuer à prouver non seulement que nous valons les hommes à tous égards et dans tous les domaines, mais que nous différons en rien d'eux. Et la femme occidentale, de se trouver dans cette situation plus qu'étrange, au nom de la liberté, dans les 3 cas, on l'incite, primo, à dépenser tout son argent pour se faire belle, secondo, à se voir comme l'égal de son copain ou conjoint, et tertio, à accepter qu'il se masturbe en regardant des images de viol sur Internet. Il est surprenant qu'à force d'essayer de concilier ces injonctions contradictoires, elles ne disjonctent pas. Il faut souligner l'extrême singularité de la situation où nous nous trouvons. Et on réussit d'une part à séparer la séduction de la reproduction, et d'autre part à isoler, capter et figer la beauté féminine en images. L'iconographie de l'Occident s'emploie désormais, avec frénésie, à éliminer du voyage de la femme à travers la vie toutes les étapes, sauf celles où
déjà formée et belle et désirable, elle n'est pas encore mère. Traditionnellement, cette étape était très courte. Dorénavant, les filles de 4 ans, tout comme les femmes de 40 et les vieilles dames de 84, s'acharnent toutes, absurdément, désespérément, indéfiniment, à paraître 17 ans et demi. D'abord, on cherche à avoir l'air plus âgé qu'on ne l'est, et ensuite, moins. Rares, du coup, sont les femmes qui peuvent être satisfaites de leur apparence en se levant le matin. Vous êtes d'accord, mesdames? Non? Vous avez 17 ans et demi? Alors que dans les sociétés traditionnelles, il était considéré comme normal, voire indispensable, qu'une femme s'occupe de sa beauté pour devenir mère, aujourd'hui, on oblitère toutes les phases de la vie, sauf celle de la fécondité maximale, 18 à 22 ans, dont on supprime au passage la maternité. L'âge moyen des primipares en France est de 28 ans et demi. Sujet, objet, sujet, objet. Théoriquement, notre réussite, comme celle des hommes, ne tient plus qu'à notre compétitivité, à notre volonté, à notre intelligence. Mais, du matin au soir, les artefacts de notre culture nous assènent au contraire qu'elle dépend de notre apparence physique. Nous tenons dur comme fer à prouver que nous sommes des hommes comme les autres, libres de voter, d'aller dans les meilleures écoles, de viser les postes de pouvoir dans les entreprises, de décrocher les meilleurs boulots, de réaliser tous nos rêves. Mais au sein des entreprises, même les grandes, et dans les universités, même les meilleures, dans les bars, les cafés, les parkings, à la plage, surtout dans les rues des villes, les hommes continuent d'être des hommes et les femmes des femmes, et cela continue à ne pas être la même chose. Voilà le double bind, la double contrainte de la modernité à l'endroit des femmes. Il nous plonge dans des interrogations sans fin. Le vrai moi, nous demandons-nous maintenant, est-ce la femelle atavique en moi qui souhaite séduire, être désirée et aimée par les hommes, et le faux, la bonne élève, bonne citoyenne, bonne travailleuse que je fais semblant d'être pour donner le change? Ou au contraire, le vrai moi, est-ce la bonne élève, bonne citoyenne, bonne travailleuse, et le faux, l'apparence, cette surface plus ou moins trompeuse que je donne à voir au monde? Où est le vrai et où le faux? Suis-je mon corps ou mon esprit? Même si l'idéal de l'égalité entre les sexes rencontre l'approbation enthousiaste de mon esprit, il entre étrangement en collision avec ce qu'expérimente mon corps jour après jour, de façon tantôt euphorisante, tantôt effrayante. Euphorisante parce que c'est formidable aussi de s'entendre dire que l'on est belle. Peu de femmes sont imperméables à ce compliment. De sentir que l'on fait partie de la beauté du monde. Et parce qu'on aime aussi, parfois, c'est vrai, si on peut faire confiance, baisser ses gardes, abandonner son intelligence, son esprit critique, sa capacité d'analyse et se laisser porter, emporter par le désir des hommes. C'est ce qui se passe dans l'amour. On n'est plus personne, ou alors toutes les femmes en même temps, et on aspire aussi à se perdre, à s'égarer, à se confondre avec l'espèce, à se laisser envahir par le féminin générique. Ouais, c'est génial de n'avoir pas toujours à se prouver, à briller, à assurer, à demeurer assis sur ses lauriers, à cheval sur ses principes, à califourchon sur son dada et ses diplômes. On n'a pas envie d'être un individu à chaque instant, mais effrayante aussi parce que si on est femme, on peut aussi réellement se perdre dans cette affaire-là, devenir femme perdue.
Et il y a là de quoi plonger toutes les jeunes femmes dans une schizophrénie carabinée. Je vais faire une petite conclusion biblique. Pardon. Vous ne me prenez pas au sérieux, là. Que dans une espèce terrestre sexuée, toutes les espèces ne sont pas sexuées, on est bien d'accord, mais dans une espèce terrestre sexuée, soit advenue la conscience, la condition humaine en devient tragique. C'est ce que raconte, en l'appelant péché originel, le mythe d'Adam et Ève. L'impossibilité de réconcilier de façon satisfaisante conscience de soi et pulsion sexuelle. Esprit fabulateur et corps désirant. C'est ce que raconte aussi le récent film documentaire de Yolande Zauberman. Je ne sais pas si ce film est venu déjà en Belgique, si vous avez eu l'occasion de le voir. Je vous le recommande de tout cœur. Et puis faites des dîners entre vous pour en discuter après. Qui s'appelle « Feriez-vous l'amour avec un arabe ?» Et Yolande Zauberman est une Française qui est allée filmer en Israël, à Tel Aviv et à Jérusalem, en interviewant des Juifs et des Arabes, donc des Arabes israéliens, des Juifs israéliens. Feriez-vous l'amour avec une Juive? Feriez-vous l'amour avec un Arabe, une Arabe, donc symétriquement aux deux populations. Il y a des scènes très étonnantes. Et étrangement, dans ce film, alors qu'on pourrait penser que la réponse devrait juste être « mais bien sûr, mais si je l'aime, il n'y a pas de problème », les gens qui répondent comme ça, spontanément, et qui se contentent de répondre comme cela, sont les gens les plus superficiels, les plus idiots. C'est des jeunes garçons qui disent « ah bah ouais, si elle est bien fichue, ouais, je veux bien la baiser, etc. » C'est pas intéressant comme réponse. Beaucoup de ces jeunes, il n'y a que des jeunes qui soient interviewés, on pourrait peut-être, enfin à quelques exceptions près. Beaucoup d'entre eux disent que c'est triste, mais c'est impossible, parce que faire l'amour, ce n'est pas une chose juste superficielle. Et ça n'a pas juste à voir avec le désir personnel, ça a à voir avec... génital a à voir avec géniteur et engendré et tout ça. Donc, oui, il faudrait oublier l'histoire de leur famille. Il faudrait oublier l'histoire de leur père, de leur mère, de leurs grands-parents, de leurs ancêtres. Et ce serait une grande blessure pour leurs proches, éventuellement. Donc, c'est douloureux. Mais il y en a beaucoup qui disent « je pourrais pas le faire ». Elle interviewe aussi, Yolande Zauberman, le directeur de théâtre Julius Merkan, qui a été assassiné devant son théâtre à Jénine, en Palestine, juste après le tournage de ce film, et qui est vraiment rien que pour les 5-10 minutes où lui est à l'écran, ça vaut la peine de voir, parce qu'il a un grand-père qui est mort dans les camps de concentration, dans les camps de la mort des nazis, et un des grands-pères qui a été victime du Nakba, la catastrophe des Palestiniens chassés de leur terre, est loin de dire qu'il est heureux de pouvoir réunir des choses aussi diverses en lui-même. Il est juste déchiré, totalement anéanti par ce conflit qui devient son conflit intérieur. Et il est clair que feriez-vous l'amour avec une juive ou une arabe ne peut pas être pour lui une question légère de juste « ah, ça m'amuse ». Il a été assassiné donc il y a 1 an et demi, en avril 2011. Il dit « ce n'est pas facile d'être un électron libre ». Goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance. Donc c'est une image qui nous est familière, mais si vous vous dites que goûter ce fruit de l'arbre de la connaissance, c'est accéder à la conscience,
scinde l'esprit du corps. Ça nous rend honteux de notre nudité, c'est ça qui se passe. Après, quand Dieu va chasser Adam et Ève du Jardin d'Éden, tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Il n'y a aucune autre espèce animale qui s'aperçoit qu'elle est nue. Il n'y a que nous. Dans les sociétés traditionnelles, avant l'avènement de l'individu, esprit et corps étaient moins violemment scindés. Mais surgit peu à peu des religions monothéistes, l'idée de l'autonomie et de la dignité de l'individu a entraîné ipso facto une scission entre moi et mon corps. Moi, c'est supérieur, mon corps, c'est inférieur. Moi, c'est nécessaire, mon corps, c'est le hasard, c'est l'arbitraire. Scission, je dirais, surtout chez les femmes, dont le corps est cette chose à laquelle les hommes réagissent et qui est si clairement différente de moi, ma dignité, moi qui décide de tout. Voilà. J'ai presque 60 ans et ça ne m'arrive presque plus, mais je ne peux pas oublier que pendant presque un demi-siècle de ma vie, l'immense majorité de ma vie, je me suis baladée dans les rues des villes en déclenchant des choses que je ne cherchais pas à déclencher. Et c'est pour ça que je réfléchis aussi à tout cela. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, et dans le monde entier, la féminité était liée à la pudeur, parce que l'érotisme et le désir étaient liés à la reproduction. N'est-ce pas, les mères disaient à leurs filles, on croit qu'on prend du plaisir, mais attention, ça fait un bébé, etc. Ça a des conséquences terribles, lourdes, dangereuses. N'attire pas l'attention des garçons, n'attire pas l'attention des garçons, n'attire pas le regard, protège-toi, ne sors pas seul, couvre-toi. C'est pas des débilités mentales, tout ça. C'est pas stupide. Ça a provoqué la scission entre la maman et la putain. Les femmes qui cherchaient ce regard, qui cherchaient ce désir, c'était les putains. Les autres se couvraient. Mais au XXe siècle, on assiste à une dévalorisation progressive de la pudeur, car celle-ci est censée liée aux tabous religieux, comme si les tabous servaient à rien, comme si elles tombaient du ciel. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été élaborés par des sociétés humaines et pour de bonnes raisons, en fait. Et ensuite, donc, la pudeur était liée au tabou religieux, donc la libération, c'est quoi? C'est la dénudation. Incroyable. Réaction d'une génération d'hommes occidentaux à la répression judéo-chrétienne, cinéastes, photographes, mode, pub, etc. Nous allons nous libérer en vous montrant des femmes nues. Pas toutes les femmes, cependant, seulement les belles, les jeunes et sexy, c'est-à-dire celles qu'on a envie de voir. Elle est tout de même singulière, l'idée que pour une femme, être libre, c'est pouvoir se montrer nue en public. Mais sans se rendre compte que dénuder les gens en public a toujours été une façon de les humilier ou de se moquer d'eux, plutôt que de les libérer. Les femmes ont foncé dans la brèche, elles ont dit « Tiens, comme ça je me sens libre ». Sans qu'on s'inquiète de la supercherie, la prostitution et la pornographie sont vraiment devenus les gages du monde libre. Quand le mur de Berlin tombe et que les pays anciennement sous la coupe soviétique se libèrent les uns après les autres, cette sorte de chute de domino comme ça, la preuve de cette liberté, on peut acheter des femmes nues dans n'importe quel kiosque, on peut acheter des femmes nues dans la rue, on peut acheter des femmes nues dans les cafés, dans les bars, les hôtels, etc. Ça, enfin, on appartient au monde libre. Sans qu'on s'inquiète de la supercherie, en fait, oui, la seule chose qui est vraiment libre là-dedans, c'est le marché.
c'est le libre marché. Se prostituer, jouer dans un film porno, ce n'est pas jouir de la liberté sexuelle, c'est se soumettre à des contraintes en permanence. Produire du porno, ce n'est pas la liberté d'expression, pas plus que s'injecter de l'héroïne. Produire du porno, c'est vendre une drogue qui crée une dépendance. Mais on est tellement terrorisé par l'idée de la censure qu'on n'ose rien dire, rien faire. La malbaise nous semble, allez savoir pourquoi, moins dangereuse que la malbouffe. Et nous voyons moins l'intérêt qu'il y aurait à inventer le slow sex que le slow food. Sous prétexte que les coutumes et rituels culinaires varient d'une culture à l'autre, on ne prétend pas que manger n'a rien de naturel. Les industries de la bouffe, je le disais au début, jouent sur un besoin naturel et inventent des aliments qui nous rendent malades. Ça n'a rien à voir avec la liberté. De même, les industries de la beauté et de la pornographie profitent de notre vulnérabilité respective, celle des hommes pour regarder les femmes et celle des femmes pour être regardées, et la transforment en dépendance, en addiction. Marion Cotillard parle très bien de cette addiction côté femme. Elle dit « L'envie d'être regardée ne s'assouvit jamais dans le fait d'être regardée. Au contraire, c'est un puits sans fond, quelque chose d'un peu vain. » En France, 2 scandales récents. Mediator, le coupe-faim, 500 femmes sont mortes d'avoir voulu être plus maigres. Combien de millions de femmes prennent des médicaments pour n'avoir pas d'appétit? D'autres sont mortes d'avoir voulu une poitrine plus avantageuse. 1 million de Françaises portent des prothèses. Ce qui veut dire que l'image de leur corps leur importe plus que la sensation de leur corps. L'image est plus importante que l'érotisme, ou peut-être plus érotique que le toucher. Je lisais dans Libé hier, peut-être que vous avez vu ça, parce que je reviens du Brésil, j'étais sur les plages de Rio et Salvador il y a 8 jours, et j'ai vu qu'il y a maintenant une opération à la mode aux États-Unis qui s'appelle Brazilian Butt Lift. Et butt, c'est les fesses, c'est l'arrière-train. Et donc, ce qu'on fait au Brésil, et qui devient complètement la mode aux États-Unis maintenant, il y a des milliers d'interventions chaque année, c'est un grand boom, l'industrie de la chirurgie esthétique, c'est d'enlever la chair en excédent du ventre, des cuisses, et de le greffer sur les fesses. Voilà. Et comme ça, on a le meilleur des 2 mondes, parce qu'on maigrit là où on se trouve trop grosse, et puis on grossit là où on se trouve trop maigre. Ça coûte entre 5 et 10 000 $ pour la première intervention. On peut perfectionner après. À une espèce sexuée dotée de conscience, le regard désirant du mâle sur le corps fécond de la jeune femelle pose et posera toujours un problème. La solution que nous avons choisie pour l'instant, rejet de l'idée même de la différence, déclaration fière de l'égalité des femmes accompagnée d'une minorisation de leur fécondité et d'une objectivation galopante de leur beauté, implique que soit sacrifiée au désir masculin sauvage ainsi libéré une fraction non négligeable de chaque génération de jeunes femmes. Et je dois ajouter que la partie sacrifiée, c'est une partie pauvre et étrangère. En France, 80% des prostituées sont d'origine étrangère. Ça veut dire que nous sommes prêts à admettre que des femmes de l'Est et du Sud viennent satisfaire les pulsions sexuelles que nous voyons, que nous suscitons par notre culture chez nos hommes, et comme ça, nous, on est libres. Il est donc logique
que les mêmes théoriciens défendent d'une part l'indifférence des sexes et de l'autre la perception de la prostitution comme un métier banal, voire l'emblème de la liberté sexuelle féminine. Fabienne Pascaud, dans Télérama récemment, a écrit sur la pièce Le Retour de Pinter en décrivant la femme, l'unique femme dans la pièce qui est une prostituée, comme le symbole de la libération féminine. J'ai vraiment toujours pas compris. Nelly Arcan, qui, contrairement à Fabienne Pascaud, a travaillé comme prostituée et comme escorte, comme on dit. Nelly Arcan, écrivaine québécoise magnifique, extraordinaire, brillantissime, géniale, qui s'est pendue il y a 3 ans maintenant. Elle écrivait dans un livre qui s'appelle Burqa de chair. « Rien n'est jamais escorté dans ce monde. Tout est distance et froideur. Un corps dans le déshabillé de la désincarnation, dans les froufrous de la désintégration. » Donc maintenant, vous pensez que je suis pour le voile, hein? Aïe, 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 aïe. Le voile est un symbole polyvalent. Certes, dans les sociétés musulmanes, il peut être un signe de soumission obligatoire aux hommes, mais chez nous, il peut aussi être pour certaines femmes le signe d'un refus d'entrer dans l'économie du dévoilement obligatoire, de la provocation, du titillement permanent des hommes. L'appartenance à une culture autre que celle qui les entoure, la nôtre, culture de l'exhibitionnisme à outrance, de la nudité offerte et bradée, une société allumeuse. La misogynie est galopante dans le monde occidental. Elle produit des effets d'autant plus spectaculaires que nous persistons à la nier, clamant que chez nous tout va bien, les femmes sont libres. Oui, j'ai raconté quelque part dans une interview une scène que j'ai vue à New York au printemps, à Rockefeller Center. Je passais comme ça, je me suis arrêtée, j'ai vu une scène de photos de mode, donc à l'intérieur de ce rond de Rockefeller Center, un rond de béton comme ça. Il y avait une jeune femme qui devait peser 44 kilos, qui était une sorte de chiffre complètement droite, anguleuse, surmaquillée. Il y avait 8 personnes qui couraient autour d'elle, la maquilleuse, l'habilleuse, le photographe, bien sûr, le type de lumière, la fille qui tenait le machin pour les lumières. Et voilà, et à côté de moi, il y avait une jeune musulmane avec un foulard qui bouffait un sandwich. Elle était assise là à son heure de déjeuner, elle mangeait un sandwich. Et puis je me suis dit, mais de quel droit, moi, je dirais que cette femme-là est opprimée et que celle-là est libre? Et j'ai vu que cette interview, ce commentaire, cette question a été reprise sur un site islamiste. Récemment, quelqu'un m'a dit ça. C'est terrifiant, quoi. À la récente exposition de l'Institut du monde arabe, Le corps découvert, on pouvait lire cette réflexion, la raison profonde de l'interdit des images dans la tradition musulmane. Je vous lis. La cause de l'interdit résiderait alors en cela que l'artiste est finalement toujours amené à figurer l'irreprésentable. L'origine du monde, et là bien sûr il fait allusion au tableau de Courbet, l'origine du monde serait-elle donc ainsi l'objet central de la peinture? C'est la fin de la citation que je vais vous relire et j'ai fini ensuite. La cause de l'interdit résiderait alors en cela que l'artiste est finalement toujours amené à figurer l'irreprésentable. L'origine du monde, c'est-à-dire le sexe de la femme, serait-elle donc ainsi l'objet central de la peinture? Nous avons fait le choix inverse. Sacraliser le corps féminin, origine du monde, nous l'avons désacralisé. Au lieu de le percevoir comme une puissante énigme qu'on ne peut regarder en face, nous l'avons allègrement dévesti de sa fécondité, puis flanqué sous le regard
volance de tous ceux qui marchent dans les rues de nos villes. À l'interdit de l'image, nous avons substitué l'obligation affolante de l'image à la burqa de tissu, la burqa de chair. Mes propositions, en 3 secondes. Eh bien, je suis d'accord avec Romain Gary qu'il faut créer un ministère de la condition masculine. Vu qu'actuellement les garçons se masturbent avec la pornographie bien avant d'approcher ou même de voir un corps féminin réel, et que c'est grave, que c'est un vrai problème de société, je recommande des cours de nu dans toutes les écoles, des cours de nu obligatoires, où des hommes et des femmes modèles professionnels de tous âges viendraient et se dénuderaient devant la classe et les gens seraient obligés de les regarder au lieu de se cacher pour regarder un truc en secret et s'exciter avec. Et on serait obligé de le regarder vraiment et de le dessiner, de voir comment un corps est fait. Ça, ce serait une chose. Il faudrait des débats au plus haut niveau ministériel dans nos pays pour savoir ce qu'on veut faire de la tempête hormonale qui submerge les mâles de notre espèce à l'adolescence. Bah oui, on ne veut rien en faire parce que l'Église disait « ne vous touchez pas, on va vous le couper, ça va vous rendre malade, ça va vous rendre aveugle, etc. » Donc nous, on ne veut pas dire ça, donc on ne dit plus rien et donc on a la pornographie galopante avec toutes les actrices qui sont obligées de jouer dedans et qui détruit tant de vie. Il faudrait lire Putain de Nelly Arcan, il faudrait lire L'événement d'Annie Ernaux, parce que même avec la légalisation de l'avortement, on a 250 000 avortements chaque année en France, avec la légalisation de la contraception, avec toute l'information dont nous disposons, avec toute cette séparation magnifique entre séduction et reproduction, les filles tombent toujours enceintes massivement et c'est elles qui payent ça, c'est elles dont le corps et l'âme payent ça dans les avortements. Il faudrait que les garçons lisent ce que c'est d'avorter, sachent que c'est ce que c'est. C'est pas rien, c'est pas une visite chez le dentiste. Des cours sur le machisme, sur le patriarcat, sur les monothéismes, sur le massacre des sorcières, sur les savoirs féminins, spoliés ou empêchés d'éclore par les hommes, des lectures de romans, de beaux romans, des poèmes d'amour, mixité obligatoire, préparation à l'échange, au toucher, à la caresse. Merci.